Silence on roule supporte l'Association des véhicules électriques du Québec. www.aveq.ca. La référence en électromobilité. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Des essais routiers d'hiver au Saguenay. Des pubs du Super Bowl à saveur de véhicules électriques. Toronto planifie 100% zéro émission pour ses véhicules d'ici 2050. Plusieurs organismes mandatent Léger Marketing et les résultats sont frappants. La population est prête à en faire plus. New York se prononce en faveur de véhicules 100% électriques pour sa flotte municipale d'ici 2040. À Véhicules électriques au féminin, on parle du marché de l'auto électrique usagé. Nos analystes sont en studio pour parler des statistiques de vente de véhicules électriques en 2019. Les événements à venir dans les prochaines semaines, tout ça et bien plus encore dans le 73e épisode du balado Silence, on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence, on roule, le podcast dédié 100% aux voitures électriques. Silence, on roule est également fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, chers auditeurs, que vous avez passé un bon 2 semaines, que tout va bien pour vous dans le monde du véhicule électrique. Écoutez, cette semaine, que dire de plus que depuis, ma foi, 3-4 semaines maintenant, on remarque une flambée des prix de l'action de Tesla. Tesla qui vaut maintenant en capitalisation boursière, on l'a dit dans les dernières semaines, là, plus que le Big Three, donc Ford, GM et Chrysler réunis ensemble. C'est à peine croyable. Ceux qui prédisaient la fin de Tesla il y a de cela 1 an ou 2, là, doivent vraiment se mordre la langue maintenant devant le constat d'un tel succès. Évidemment, les prix peuvent être un peu gonflés. On sait comment ça fonctionne à la bourse, donc c'est un jeu de spéculation. Parfois, les valeurs excèdent là, sur le marché la valeur réelle. Quoi qu'il en soit, ça démontre tout de même un intérêt, un engouement et un état de santé pour l'entreprise au moment où on se parle qui n'est plus à douter. Dans les dernières semaines, eh bien, on est allé faire un tour à l'événement Saguenay en neige. Donc, moi, Daniel Breton, d'autres bénévoles de différentes régions du Québec de l'Association des véhicules électriques. Là, on est allé faire un tour là-bas pour donner un coup de main lors de ce magnifique événement. Événement d'hiver, une première pour l'AVEQ, là, avec un événement en région et par temps froid. Ce fut un réel succès. Écoutez, pour vous donner une idée du charme de l'événement, je vous propose d'écouter un petit clip là où je parlais avec le directeur régional de l'AVEQ pour le Saguenay, M. Claude Gauthier. Je suis présentement avec Claude Gauthier, directeur régional de l'AVEQ pour le Saguenay. Salut Claude. Bonjour. Gros événement aujourd'hui, Saguenay en neige. Comment ça se passe à date? Ah, ça se passe très bien. On a eu de la belle température, un bel événement. Donc les gens viennent nous visiter. Ben oui, hier on est arrivé, c'était très froid. Puis là, aujourd'hui, on dirait que ça s'est dégagé, ça s'est éclairci, la température est clémente, on est bien dehors. Écoute, qu'est-ce qui se passe sur le site ici? Évidemment, il y a des essais routiers de voitures. Quelles sont les voitures qui sont présentes sur le site? On a la Hyundai Ioniq, on a la Kona, on a le Kia Niro, on a eu 2 Tesla de modèle 3. On a eu une Leaf, quelqu'un qui passait puis qui a arrêté pour nous la faire essayer. C'est très intéressant. On a eu pas mal tous les modèles. La Bolt aussi. Excellent. Et puis, à part les essais routiers, les gens qui viennent ici ont il y a d'autres éléments qui se passent pendant le festival de Saguenay en neige? Oui, beaucoup d'événements. On a des belles sculptures. Vous pouvez faire des beaux événements, des belles affaires avec les familles, avec les enfants. Puis les conférences d'un dénommé Martin Archambault ainsi que Daniel Breton. Ben oui, les conférences, on a donné les conférences ce matin, cet après-midi, demain aussi, dimanche, toute la journée. Pas mal intéressant. Écoute,
c'est une délégation de l'AVEC aussi qui se déplace, qui vient au Saguenay. Comment tu trouves ça, le fait d'avoir des gens de Montréal et d'ailleurs, il y a du monde de Gatineau, d'un peu tout partout qui sont venus ici? Bien, c'est très plaisant. Puis c'est ce qu'on a dit aux gens cet après-midi, qu'on voulait démystifier justement qu'un véhicule électrique, l'hiver, ben c'est aussi fonctionnel qu'un véhicule à essence. Ça prend juste un petit peu plus, peut-être d'arrangement pour certaines choses, mais ça se fait. Tout à fait. Puis l'idée de faire un festival, participer dans un festival d'hiver, on sait que, je te dirais, 95% des événements de l'AVEC ont lieu l'été ou en tout cas quand il fait pas trop froid. L'idée de faire des événements l'hiver, c'était pour prouver aussi que c'est pas nécessairement un peu, mais pas tellement plus compliqué que de le faire dans d'autres périodes de l'année. Puis les gens qui viennent de loin démontrent que ça peut quand même faire du chemin, une auto électrique. Bien sûr. Écoute, Claude, je te remercie beaucoup. Je te laisse travailler. Il y a pas mal de trucs à faire ici. Et puis, félicitations pour ton événement. Bien, je vous remercie. Puis je remercie tout le monde qui ont été participants aujourd'hui. Merci. À la prochaine. Bye-bye. Toujours pendant l'événement Saguenay en neige, j'en ai profité pour faire mon paparazzi et puis aller mettre sous le nez de quelqu'un, d'un membre du public qui venait de faire un essai routier. Mon micro, donc la dame que vous allez entendre, sortait du véhicule et puis je me suis précipité sur elle pour avoir là, à chaud ses impressions sur l'essai routier qu'elle venait de faire. Alors on écoute ça à l'instant. Madame. Vos impressions, comment vous avez trouvé ça? J'ai beaucoup aimé l'expérience, mais aller plus parler avec mon conjoint qui l'a vraiment senti. Ah, lui, il l'a senti. Oui, vous l'avez vécu, moi, lui, il l'a senti. J'ai senti mon conjoint qui l'a vécu. Vous avez senti votre conjoint qui l'a vécu. Oui. Le conjoint, il se pousse en courant, là. Fait que vous l'avez vécu? Oui, c'était ma première expérience, puis j'ai énormément apprécié parce que vraiment, c'est l'auto du futur, puis on est rendu là. Ouais. Est-ce que c'est votre première voiture électrique que vous essayez? Effectivement. Ben, la deuxième. Tantôt, on a essayé la Leaf, puis là, on a essayé la Bolt. Bon, puis c'est votre prochain véhicule. Vous magasinez un véhicule électrique? Exactement. À court terme, on va tomber dans le futur, effectivement. Ben écoutez, tout le monde dit ça, c'est le futur, mais moi, je vous dirais, ça fait 8 ans que je conduis électrique. C'est pas mal le présent, là. Effectivement, oui. On commence à avoir les pieds dedans. C'est bon. Puis, vous êtes de quelle région? Du Saguenay, ici. oui, effectivement. Puis, ça va être votre seul véhicule à la maison ou vous allez avoir encore 2 véhicules? Ça va être le troisième. Le troisième. Oui. Fait que c'est 3, il y en a un qui peut être électrique, puis il n'y a pas de trouble. Et voilà. Ben, merci beaucoup d'avoir fait confiance aux bénévoles de l'AVEC, puis bonne chance dans vos choix. Ben, merci beaucoup à vous. Très belle présentation. Merci. Alors, comme vous pouvez le voir, les gens qui participent à ces essais routiers sont toujours surpris, agréablement surpris en fait, et on le dit, on le redit, on le dira jamais assez finalement. Le meilleur déclencheur pour comprendre à quel point un véhicule électrique est agréable, ben, c'est d'en faire l'essai. Et ça fait longtemps qu'on l'a compris à l'Association des véhicules électriques du Québec. Donc, en faisant ces journées d'essai-là, c'est comme ça qu'on réussit à démontrer aux gens là, les bienfaits et surtout à quel point ces véhicules-là sont adaptés à des températures plus froides en région. Donc, c'était vraiment excellent comme événement. Je vous rappelle que Silence on roule, le podcast est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado-diffusion, que ce soit Apple, Google, Spotify, TuneIn. Donc, on est présent pas mal partout. C'est la meilleure façon de nous écouter en vous y abonnant. Toute la procédure est disponible au abonnement.silenceonroule.com. Alors, je vous propose qu'on aille tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. La publicité lors du Super Bowl de la NFL attire presque autant l'attention que l'événement lui-même. Avec environ 100 millions de téléspectateurs, les spots publicitaires du Super Bowl sont parmi les plus lucratifs et les plus dispendieux que l'on puisse acheter. Cette année, 4 grands constructeurs automobiles ont mis en vedette leur prochain véhicule électrique et ont volé la vedette. Audi avec son VUS e-tron, Porsche avec sa voiture de sport tout électrique Taycan, Ford avec son multisegment Mach-E Mustang et bien sûr, GMC avec son Hummer électrique qui ont percé l'écran pendant le Super Bowl cette année. Bien sûr, ces publicités ont été littéralement conçues pour nous donner envie d'acheter ces véhicules. Mais compte tenu du coût et de la compétitivité sur les spots publicitaires du Super Bowl, cela démontre enfin que certains constructeurs automobiles traditionnels parient gros sur leurs offres électriques.
La plus grande ville du Canada, Toronto, a approuvé un plan pour atteindre 100% d'émissions zéro pour les véhicules privés d'ici 2050 grâce à l'expansion des réseaux de recharge publics, des incitatifs financiers, des mises à jour du code du bâtiment et plus encore. Le conseil municipal de la ville a voté jeudi, il y a 2 semaines, pour adopter une stratégie globale d'intégration des véhicules électriques dans le tissu urbain. La stratégie préparée par Dongxi Consulting a défini 10 actions clés que la ville doit prendre pour atteindre cet objectif de 100% des véhicules légers de la ville à zéro émission d'ici 2050. C'est une décision très importante pour Toronto parce que les émissions de transport ont un impact énorme sur les sources du profil d'émissions de gaz à effet de serre dans la ville, a déclaré le conseiller Brad Bradford. C'est la direction que nous souhaitons prendre pour relever ce défi. Il y a tout juste 1 an, GM a modifié sa stratégie concernant les hybrides rechargeables, comme l'a très apprécié Chevrolet Volt, et a rapidement mis fin à ce programme. En termes simples, GM en a fini avec les hybrides. Il n'y aura pas de suivi de la Volt, pas de multisegment hybride rechargeable ou d'hybride à court terme. Suite à la présentation aux investisseurs potentiels du Hummer électrique à la publicité lors du Super Bowl et la venue de la Cadillac électrique qui chapeautera la nouvelle poussée électrique de GM et qui sera dévoilée qu'en avril, GM confirme le changement de sa stratégie qui consiste essentiellement à mettre la hache dans le programme des hybrides et se concentrer uniquement sur les véhicules tout électriques. En réponse à savoir comment la société justifie cette décision, le président de GM, Mark Russ, a qualifié les hybrides de solutions intermédiaires. Russ a décrit les obstacles comme la certification et le coût inhérent à la gestion de 2 sources de propulsion. Et il a déclaré « Je ne peux tout simplement pas, du point de vue physique et de l'ingénierie, faire des profits à long terme, même en étant une solution intérimaire. » Au début de l'année, Équiterre, Vivre en ville, la Fondation David Suzuki et l'Association des véhicules électriques du Québec ont mandaté la firme de sondage Léger Marketing pour sonder la population québécoise sur le principe de redevance remise pour les propriétaires de véhicules polluants. Par exemple, à l'énoncé, le gouvernement du Québec devrait encourager par différentes mesures fiscales l'utilisation de véhicules moins polluants. 78% des répondants se disent favorables contre 16% qui se disent défavorables. À la question « Êtes-vous favorable à ce que le gouvernement du Québec décourage les véhicules polluants et nuisibles à la lutte contre les changements climatiques en instaurant une nouvelle taxe », 55% des répondants se disent favorables contre 38% qui se disent défavorables. Le résultat du sondage démontre que les Québécois et les Québécoises sont prêts à faire les efforts nécessaires pour accélérer l'électrification des transports et lutter contre l'un des principaux responsables de la hausse des gaz à effet de serre du secteur des transports du Québec, c'est-à-dire les véhicules plus polluants. Le maire de New York a publié un autre décret audacieux en faveur des voitures électriques. Dans un communiqué de presse émis de son bureau, le maire Bill de Blasio a publié un décret voulant que tous les véhicules de la flotte municipale soient entièrement électriques d'ici 2040. Cela inclut non seulement les voitures, mais les ambulances, les voitures de police, incluant les camions de vidange. L'électrification de la flotte municipale de New York débutera sous peu. Les premiers autobus scolaires électriques arriveront dans les rues de la ville dès cette année et 4000 véhicules seront remplacés par des modèles électriques, soit convertis en véhicules électriques ou tout électriques à la base d'ici 2025, selon le bureau du maire. Le décret semble s'appuyer sur une proposition de 2015 de Blasio qui avait comme objectif de déployer 2000 voitures électriques dans le parc d'ici 2025. Vous écoutez le véhicule électrique au féminin, une chronique mensuelle que je vous offre parce que le VE, c'est aussi pour nous les femmes. Je suis Mélanie Réaume, 18 ans d'expérience dans le domaine de l'automobile et vulgarisatrice. Ensemble, on découvre le véhicule électrique de l'achat à l'entretien où on parle de ses avantages. Parce que nous aussi, mesdames, on veut savoir ce qui se passe. Les chars, on aime ça et c'est maintenant qu'on s'en parle. Le véhicule électrique étant maintenant sur la route depuis une dizaine d'années, on assiste maintenant vraiment à l'essence du parc de véhicules seconde main là, pour ce qui est du véhicule électrique. Donc, on a vraiment de très belles options qui s'offrent à nous. Donc, soit d'obtenir, de se procurer un véhicule électrique pour le prix souvent d'une voiture à combustion.
une voiture qui va avoir peu de kilométrage dans plusieurs cas, une voiture qui parfois sera encore garantie par le fabricant. Donc, c'est vraiment très, très intéressant là, maintenant de rentrer ça dans les choix lorsque vient le temps de se choisir une voiture. Donc, premièrement, ça peut nous permettre d'aller se chercher un véhicule qui est un peu plus luxueux pour le même prix qu'on aurait payé un véhicule neuf de moins haut de gamme. Donc ça, c'est un choix intéressant. Maintenant, les personnes qui avaient comme objection de ne pas s'acheter de véhicule électrique à cause du prix élevé, encore des machines, en fait, des voitures, des véhicules, n'ont plus cette objection-là. Ça peut devenir aussi très avantageux pour une personne qui ne roule vraiment pas beaucoup. On sait que pour entrer dans notre argent, si on s'achète un véhicule électrique, ben naturellement, il y a un minimum de kilométrage à faire si on veut faire des économies des économies par rapport à un véhicule à combustion. Maintenant, si on paye ce véhicule-là le même prix qu'une voiture à essence, l'objection ne tient plus. Donc, à ce moment-là, on ne paye pas plus cher. On économise sur l'essence qu'on ne consomme pas. On économise sur les réparations à court et à moyen terme. Donc, ça devient vraiment une option très, très intéressante à mon avis. On a aussi comme avantage, même si on achète un véhicule usagé, de pouvoir profiter d'une remise gouvernementale, donc une subvention de 4 000 $ dans certains cas bien précis. Donc, c'est sûr qu'il faut vérifier si le véhicule qu'on achète est éligible ou non, mais ça, c'est un incitatif là, qui est à prendre en considération. Okay. Maintenant, qui dit véhicule seconde main, dit usure, dit kilométrage, dit pièces usagées. Donc, comme n'importe quel véhicule, c'est important lorsqu'on en fait l'acquisition, lorsqu'on a choisi le véhicule qu'on avait pour lequel on voulait procéder à l'achat. Donc, c'est bien important de s'assurer qu'il est en bon état, de faire une inspection, mais surtout de vérifier l'état de la batterie. Et non pas seulement de façon visuelle en vérifiant dans le tableau de bord là, si toutes les petites barres de l'état de la batterie sont là. Il faut aller un peu plus loin dans le test. Il faut savoir que les batteries sur les véhicules électriques, en général, sont garanties 8 ans ou 160 000 km. Ça va même jusqu'à 9 ans pour certains constructeurs. Donc, et souvent, ces batteries-là n'ont pas une durée de vie là, de 8 ans ou 160 000 km, mais peuvent durer plus longtemps. Mais maintenant, plus elles avancent en âge, plus il y a eu de recharge effectuée sur la voiture. La température aussi va faire un effet, soit des chaleurs extrêmes ou beaucoup de froid qui vont demander plus de recharge. Donc, ça a un effet sur la santé de la batterie. Donc, on se rend tout simplement dans un atelier spécialisé, on fait vérifier l'état de notre batterie. Si on achète d'un vendeur indépendant, de concessionnaire, on s'assure d'avoir le test, de voir ce test de batterie-là. Et on fait inscrire sur notre contrat d'achat, sur notre contrat de vente, on fait inscrire le résultat de ce test-là. Donc, ça nous permet de nous protéger si jamais il arrivait un pépin. Donc, mieux vaut en inscrire un peu plus que pas assez. Si on achète d'un particulier, donc on se rend tout simplement à un atelier pour faire le test. Sur certains véhicules, c'est très facile de faire le test soi-même. Je pense entre autres au Leaf, avec lesquels on peut faire le test là en installant un adaptateur OBD2 sur la voiture et en téléchargeant une application sur notre cellulaire. Donc, c'est de l'adaptateur entre 35 et 50 $, le coût d'achat, puis le logiciel mais l'application se vend environ 25 $, je crois. Donc, c'est un coût qui est très, très abordable. Ça peut se faire soi-même si on est des amateurs de livres. Et voilà. Donc, ça servira pour d'autres usages. Donc, c'est ça. Donc, c'est important à vérifier. Naturellement, vous avez 12 barres d'état pour votre batterie. C'est pas parce que la voiture a ces 12 barres que votre voiture a une capacité de 100%.
Il faut savoir que la batterie peut perdre jusqu'à 15 % de sa capacité et n'avoir perdu aucune de ses barres. Donc, c'est important de faire le test pour cette raison-là, parce qu'il y a un 15 % là, de différence là, entre et ça fait une différence sur nous, notre autonomie, la façon dont on va circuler avec la voiture selon nos besoins et tout ça. Il faut savoir aussi que les barres, une fois que la première barre est partie, donc ça veut dire qu'on a 15 % de moins d'autonomie, et les barres qui suivent, c'est à tous les 7 % là, si je ne me trompe pas, que ça baisse pas d'autonomie, mais de capacité en fait. Donc, c'est à vérifier. C'est ce qui complète donc ma chronique pour ce mois-ci. Je vous souhaite un bon magasinage si vous êtes en processus d'achat. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ici François Villot, vous écoutez Silence on roule avec Martin Archambault. C'est maintenant rendu une habitude, on a des statistiques qui sortent sur une fréquence régulière, statistiques qui, si on les retarde le moindrement, suscitent beaucoup d'intérêt de la part soit des médias ou des gens qui suivent l'actualité des véhicules électriques. On vient de sortir les dernières données en date de fin décembre 2019. Donc, on a maintenant les données du dernier trimestre et par le fait même de la dernière année, l'année 2019. Pour en parler, nos deux experts de statistiques à l'Association des véhicules électriques du Québec. Alors, monsieur Jean-François Morissette. Bonjour Jean-François. Salut Martin, ça va bien? Ça va très bien, merci. Pour accompagner Jean-François, eh bien, on a son fidèle acolyte. Comment je t'avais appelé la dernière fois? Il me semble que je t'avais donné un titre. Oui, mais je m'en rappelle plus. Je t'avais donné un titre. C'était un titre d'illustre, je crois. Je sais plus. Oui, je me semble. Mais pas obligé, non? Donc, pour aider notre ami Frédéric Saint-Laurent, c'est-à-dire notre ami Jean-François Morissette, on a Frédéric Saint-Laurent. Bonjour, Frédéric. Bonjour. Donc, les gars, on a les nouveaux chiffres, des données qui peut-être nous surprennent pas, mais à tout de moins, j'aimerais qu'on regarde ça ensemble. Jean-François, si on partait le bal, je pense que tu as une petite mise en garde à faire avant qu'on commence. Oui, juste rappeler à tout le monde qu'à chaque fois qu'on présente les chiffres à l'AVEQ, on ne parle pas des chiffres de vente. C'est un chiffre un peu indirect. On parle des données d'immatriculation de la Société d'assurance automobile du Québec. Donc, c'est les enregistrements de voitures. Donc, on suit la variation des enregistrements. Évidemment, le gros de ça, ce sont les ventes, mais il peut y avoir aussi des importations de voitures ou des voitures qui disparaissent du marché. On voulait juste faire ce petit rappel-là. OK. En gros, la nuance demeure, tu me diras si je me trompe, mais la nuance demeure quand même fine. C'est-à-dire que si on immatriculé, par exemple, 30 000 voitures au Québec dans un an, on peut s'imaginer que ces 30 000 voitures-là se retrouvent sur nos routes à quelques rares exceptions près. Oui, ces voitures-là se retrouvent sur nos routes. C'est la nuance, c'est qu'on ne peut pas dire que c'est 30 000 nouvelles ventes. Tout à fait. Simplement. Ouais. Si mettons, on a une augmentation de 30 000, en réalité, il s'en est peut-être vendu un peu plus parce qu'il y en a certaines, malheureusement, qui ont pris leur retraite. Oui, tout à fait. Donc, et ça va s'en aller en accentuant. Là, on vous rappelle que ça fait 8 ans et demi à peu près qu'il y a des voitures électriques au Canada là, de masse. Donc, les premières commencent à avoir un âge où ils pourraient théoriquement s'en aller au rencard et avec les années, ça va s'accentuer. On le voit dans nos chiffres d'ailleurs. Oui, dans les premières années, il y en avait très peu. Quand ça faisait juste 3-4 ans qu'il y avait des autos électriques, c'est sûr qu'on ne pouvait pas prétendre qu'ils étaient déjà à la fourrière, mais ça va arriver tranquillement, pas vite. Donc, allons-y maintenant avec, une fois la mise en garde faite, avec les chiffres. Donc, pour le dernier trimestre, Frédéric, qu'est-ce qu'on peut commencer à voir dans les chiffres que tu nous as concoctés? Ça, on regarde pour le dernier trimestre, il y a eu un certain... c'est assez classique d'une année à l'autre. Le dernier trimestre de l'année, il est un peu plus lent. En revanche, ce dernier trimestre-ci, il y a eu une augmentation de seulement 9,06 versus l'année passée, le même trimestre, 14,11. Donc, le ralentissement est quand même un peu plus accentué que l'année passée.
quand on parle de ralentissement, c'est-à-dire que... La progression est moins Oui, rapide. c'est une accélération moins grande. Exactement. C'est ça qu'on veut dire. Donc, ça oui. accélère moins, mais c'est quand même une accélération. Je pense que c'est important de le dire là, pour que les gens comprennent bien les nuances dans tout ça. Et est-ce qu'on a une idée pourquoi ça ralentit alors que la tendance et pourtant la demande semble être là beaucoup? Il y a probablement deux facteurs. Il y a le fait que pour réussir à continuer à garder une même accélération relative, c'est-à-dire en termes de pourcentage par rapport à l'année précédente, vu qu'il y en a de plus en plus, ça prend de plus en plus de véhicules par nombre. Il y a probablement ça qui constitue un facteur, mais sinon, un autre facteur, comme tu dis, il y a beaucoup de monde qui en veulent et il y a beaucoup d'attentes sur plusieurs modèles, malheureusement. Donc, la disponibilité, puis je pense que c'est quelque chose qui va revenir. Ça va être un terme récurrent dans nos discussions d'aujourd'hui. La disponibilité a un impact probablement assez important là, dans les chiffres qu'on voit, un impact défavorable, c'est-à-dire que s'il y avait eu le moindrement plus de disponibilité dans la dernière année, particulièrement dans les derniers mois de l'année, on aurait probablement vendu beaucoup plus de véhicules. Oui, d'ailleurs, il y a même certains modèles qu'on voit qui ont carrément arrêté de vendre pendant le dernier trimestre. Puis c'est certain, justement, par exemple, si on prend la Clarity de Honda, qui est un modèle, justement, surtout qu'il n'y a plus de Volt, il y a plusieurs personnes qui, il y en a certains qui ne savent pas qu'elle existe, mais une fois qu'on les renseigne, il y en a plusieurs qui en veulent. J'ai rencontré d'ailleurs quelqu'un au salon de l'auto qui disait qu'il l'avait commandé, il fallait qu'il attende vraiment plusieurs mois pour réussir à avoir. Alors que si ça aurait été une Volt à l'époque, on sait très bien que la Volt était disponible partout, presque pas d'attente. Donc ça, c'est un petit... justement, la Volt qu'elle a disparu aussi, probablement que tout le long de l'année, elle vendait de moins en moins, puis elle a justement, je suis certain que c'est un autre facteur qui a dû influencer le ralentissement en fin d'année de ne plus avoir de Chevrolet Volt disponible dans le neuf. Tout à fait. Donc, on continue à regarder notre dernier trimestre, les données. Qu'est-ce qu'on peut tirer d'autre comme conclusion? Vas-y, Jean-François. OK, oui. Juste pour parler du trimestre, là, on s'est amusé à regarder le ratio de voitures électriques versus hybrides rechargeables. Donc, on a essentiellement 60% des nouveaux enregistrements sur les 5500 à peu près qu'on a eu qui sont tout électriques et 40% environ qui sont hybrides rechargeables ce trimestre-ci. Wow. Donc ça correspond aussi à une tendance qu'on voit dans le marché depuis quelques trimestres. OK, donc quand on regarde en chiffre absolu, on est à peu près à 50-50 actuellement, là, ou 52-48, quelque chose du genre. Oui. Sauf que si on regarde juste à court terme, on voit que l'écart se creuse en faveur des tout électriques. Là. Donc, c'est une donnée qu'on savait, que ça s'en irait vers là avec les plus grandes autonomies. Donc, les gens pourraient graduellement délaisser l'hybride branchable, qui est un compromis pour l'autonomie. À partir du moment où le véhicule a assez d'autonomie en tout électrique, l'option de l'hybride branchable peut devenir moins intéressante pour un bon nombre de personnes. Puis disons que la disparition de la Volt a probablement joué là-dessus aussi, dans notre marché. Tout à fait. D'autres données d'autres conclusions qu'on peut tirer à partir des chiffres du trimestre? Sur le trimestre, non, je pense que j'aimerais mieux qu'on parle de l'année entière. De l'année entière, effectivement. Puis c'est ce qui est le fun quand on fait le dernier trimestre de l'année. On regarde donc évidemment 3 mois, mais on ferme aussi une année. On est capable de la comparer avec les années passées. Frédéric, quels sont les grands constats qu'on peut tirer de l'année 2019 en ce qui a trait aux ventes de voitures électriques? Donc, une fois de plus, il y en a de plus en plus qui se vendent, il y en a de plus en plus sur les routes et la tendance continue à augmenter. En termes relatifs, comme j'ai dit, ça ralentit un peu, mais le nombre total est quand même beaucoup plus élevé. Si on regarde cette année, c'est rajouté 27 248 véhicules sur nos routes versus seulement, entre guillemets, 17 461 en 2018. Okay. Donc, finalement, c'est à titre comparatif, juste pour aider à saisir, c'est quoi les 27 248 qui sont arrivés sur nos routes cette année? C'est l'équivalent de ce qui avait été accumulé depuis le début des véhicules électriques au Québec, c'est-à-dire début 2000, quelque part en 2011, jusqu'à la mi-juin 2018. Donc, en 1 an, on a fait à peu près l'équivalent de 7 ans. OK. Donc, on voit vraiment la courbe exponentielle en action, finalement. En entrée d'émission, on a parlé du ralentissement de la croissance. Ça reste que si on le regarde sur une base annualisée, on a quand même pratiquement 69-70% de croissance du marché au Québec. C'est quand même exceptionnel. Oui, évidemment. Mais c'est que l'année passée, on avait fait encore mieux à 80.
C'est ça, donc. Puis aussi, si on veut comparer un peu, donc il s'est rajouté 27 248 véhicules électriques sur nos routes. Si on veut comparer un peu avec ce qui se fait au niveau des véhicules à essence, il y a eu 441 695 nouveaux véhicules. Ben, pas les véhicules à essence, mais toutes catégories confondues dans la province. C'est-à-dire, justement, sur ce 441 000-là, il y en a 27 000 qui sont électriques ou hybrides rechargeables. Ce qui est intéressant et que, bien évidemment, dans l'analyse que vous faites, c'est pas l'angle avec lequel on le regarde, là, mais il y a aussi une augmentation du nombre de véhicules global sur les routes, c'est-à-dire que pas aussi grande que les véhicules électriques, évidemment, mais malgré tout le discours sur le fait de se responsabiliser et de réfléchir au besoin d'avoir 2, 3 puis 4 voitures, le nombre de voitures globales augmente continuellement. Le nombre de grosses cylindrées de SUV augmente aussi considérablement. Donc, une Moses de chance qu'avec les véhicules électriques, on croît avec une vitesse beaucoup plus grande parce que si on faisait juste faire du surplace, on se ferait devancer et de beaucoup par les véhicules à essence. Donc, c'est vraiment... comme deux philosophies qui s'affrontent. Si on veut réussir à compenser ça, il va falloir que le véhicule électrique accélère encore plus vite qu'en ce moment. Jean-François, tu avais quelque chose? Mais tu vois, sur une bonne note, les ventes de voitures ont baissé de 2% en 2009 comparativement à 2018 au Québec l'an dernier. Donc, si ce n'était du marché électrique, bon, je pense qu'il y aurait une plus grande décroissance encore du marché de l'automobile. Donc, peut-être qu'on arrive à un plafonnement. On va regarder qu'est-ce qui se passe, oui, effectivement. Donc, on constate, et on l'a parlé tantôt, il y a encore beaucoup d'attentes pour certains modèles. Est-ce que ce qu'on entend ou on peut lire sur les réseaux sociaux de certains modèles qui sont plus difficiles à obtenir que d'autres, est-ce que les chiffres corroborent ces informations-là? On pense entre autres au Niro, où les gens il y a beaucoup d'attentes, les Volkswagen, beaucoup d'attentes. Est-ce que les chiffres disent la même chose? Je dirais justement la Niro, oui, c'est clair, parce qu'il n'y en a à peu près pas sur les routes, alors qu'il y a beaucoup de monde qui en veulent. Soit que finalement, il y en a beaucoup qui sont découragés par l'attente, puis il n'y a personne qui en commande. Il y en a beaucoup en attente. Je ne sais pas c'est lequel des deux, mais définitivement à ce niveau-là. Un des ceux qui a beaucoup d'attente, mais que heureusement, c'est quand même surprenant, progresse bien, c'est la Kona. Donc, il y a quand même un rythme d'à peu près 600 quelques par trimestre, puis elle a fait un bon chiffre au niveau total de l'année. Mais on a des rapports comme quoi il y a beaucoup d'attentes au niveau de la Kona, mais au moins, il y en a aussi qui arrivent. Donc, il faut croire qu'il y a énormément de demandes et qui n'arrivent juste pas à fournir. Puis, à contrario, quand il y a des marques comme ça qui sont difficiles à obtenir, les gens, à un moment donné, stannent et se retournent vers d'autres qui sont disponibles. On peut penser à la Model 3 de Tesla, mais on peut aussi penser à la Chevrolet Bolt, qui est un modèle qui a toujours été relativement populaire, mais qui est allé chercher beaucoup d'adeptes, pour lequel c'était pas leur premier choix, mais ça a été un plan de repli intéressant. Voiture à grande autonomie, un peu comme la voiture sur laquelle il était en liste d'attente. Et véhicule disponible. Donc, des Chevrolet Bolt, il y en avait en masse. Donc, ça a dû donner, dans les statistiques, un petit push au Bolt, là, j'imagine. Je dirais, oui, de façon générale, oui, il accélère plus vite que si on veut plusieurs des autres modèles, par exemple, comme la Kona. Puis, il y a aussi le facteur qui n'est pas cher. Si on regarde dans les véhicules avec le 400 km d'autonomie, je n'ai pas regardé le taux d'intérêt, mais juste le prix de base est probablement dans celui qui a 400 km au prix de base le plus bas. Donc, quelqu'un qui veut vraiment le prix, qui a veut tout de suite et tout. Oui, d'ailleurs, j'ai une amie qui s'en est acheté une. On a parlé des véhicules électriques une journée. Le lendemain, elle était rendue chez son concessionnaire et le lendemain, elle l'avait dans sa cour. Oui, ça va vite. Donc, ça peut être très rapide dans le cas de la Bolt. Donc, les marques... Vas-y, Jean-François. Vas-y. J'allais dire, avec ça, justement, on s'est amusé à regarder les progressions sur l'année. Puis la Bolt s'est placée 4e cette année, alors qu'elle était 6e en 2018, justement. Tout à fait, puis c'est pas un modèle qui est récent, hein, donc elle n'a pas perdu de vélocité, au contraire. Et puis je pense qu'il y a une partie de sa vélocité, sans rien lui enlever, là, je tiens à le dire, mais elle a quand même, je pense, bénéficié de la rareté des autres modèles et les gens se sont rabattus sur ce modèle-là. Les modèles donc populaires, si on regarde un peu les tendances, là, quels sont les modèles populaires dans la dernière année? La Tesla Model 3, incontestablement, en première position sur l'année. Là, il y en a 4699 de plus qu'au 31 décembre 2018 sur nos routes.
après ça, c'est la Prius Prime qui est disponible, qui est moins chère que l'hybride traditionnel avec les rabais. Puis je pense qu'il prend une partie du marché que la Volt, la Chevrolet Volt occupait sur le marché. 3948 de plus cette année. C'est exceptionnel aussi. Il y a l'imbattable Nissan Leaf qui continue de façon à peu près régulière. Il y a des petits hauts, des petits bas, mais de façon régulière, elle fait toujours très bien. Oui, et ça, malgré un peu plus de difficultés d'approvisionnement que je pense que dans les 2 ou 3 dernières années. Là, donc, surtout pour les modèles à haute autonomie, la E+, qui fait probablement partie de celle qui a vu certaines personnes migrer vers la Bolt tannée d'attendre un peu. La Chevrolet Volt n'étant plus disponible pour des nouveaux achats en véhicules neufs, va forcément reculer. Est-ce qu'on commence à sentir ce recul-là? Je dirais qu'il n'y a pas un recul, mais il y a un plafonnement. Là. Les augmentations du dernier trimestre, c'est très, très, très faible. Ça doit être les derniers qui restaient chez les dealers, qui continuent à s'écouler au compte-gouttes. Puis là, il ne doit plus en rester beaucoup, parce qu'on a vraiment vu un aplanissement. Là. Il y en a, en fait, il y en avait 11 890 fin de dernier trimestre et fin de 2019, c'est 11 924. Donc, à peine quelques dizaines de vendus. Là. OK. Donc, on sent, puis c'était vraiment une championne. Là, depuis le tout début. En fait, nos statistiques datent de début 2014, qu'on a commencé à acheter les statistiques à la Société d'assurance automobile du Québec. Elle était la championne et elle est toujours la championne jusqu'à présent. Mais là, c'est certain qu'elle va perdre son titre éventuellement. Oui. C'est comme les personnes plus âgées qui prennent leur retraite, qui font la place aux jeunes. Il faut se rappeler que la Volt est quand même, avec la Leaf, là, l'une des doyennes en termes de temps que ça fait qu'elle est sur le marché aussi. Hein. Puis je pense que la Leaf la rattrapera pas non plus finalement, puis que c'est d'autres joueurs en dessous qui vont finir par prendre la première place. Ouais. Évidemment, avec plus de disponibilité, plus de modèles, ça se dilue. Hein? Ça a été longtemps une course à 2 puis à 3, là, donc là, ça se répartit un peu plus. Si on regarde au niveau des ventes pour le Québec, donc la flotte électrique, est-ce qu'on gagne un petit peu? On sait que c'était très peu là, en termes de pourcentage de véhicules, de toute la flotte qui était des véhicules électriques. Ça ressemble à quoi maintenant? On a atteint le 1% de la flotte. Donc, si on reprend l'ensemble du Québec, il y a 1% à peu près des véhicules qui est rendu électrique ou hybride rechargeable. La championne, c'est toujours la Naudière et elle, justement, aussi vient de franchir une nouvelle étape qui est le 1,5%. Donc, si on fait la moyenne au niveau du Québec, un véhicule sur 100 qu'on va croiser ces routes devrait être électrique. Ouais. Puis un peu plus. Oui, puis il faut comprendre que c'est pas une répartition géographique égale non plus. J'étais il n'y a pas longtemps au Saguenay. Évidemment, on croise moins d'auto électriques au Saguenay qu'on va en croiser sur le pont Champlain le matin à l'heure de pointe. Là. Donc, dans certaines zones, et plusieurs nous le font remarquer, c'est rendu qu'on en voit partout des autos électriques. Donc, ce pourcentage-là augmente, mais est très concentré autour des gros noyaux urbains comme Montréal. Ça varie Québec, effectivement beaucoup. Si on regarde, comme je disais, il y a la Naudière, la championne à 1,5. Et en queue de peloton, la région qui en a le moins, on parle de 0,17% des véhicules qui sont électriques ou hybrides rechargeables. Et on ne la nomme pas. Vous pourrez aller voir nos statistiques avec le graphique interactif. Tous les détails sont là, puis vous pouvez les tourner comme vous voulez. Tout à fait. Si tu parles en termes de ville, là, tu vois encore des disparités encore plus grandes qu'en termes de région. Tu parlais de la grande région de Montréal. Mais là, justement, par exemple, si on a regardé les villes au-dessus de 1000 habitants pour faire un certain filtre. Puis dans ces villes-là, c'est Saint-Bruno-de-Montarville, en Montérégie, qui est rendu à 3,1% de la flotte de voitures. Donc, c'est 3 fois plus que la moyenne du Québec en entier. Excellent. Maintenant, d'autres, avant qu'on regarde un peu les perspectives futures, d'autres points que vous voulez apporter? Si on regarde, je dirais, le dernier highlight de l'année qui vient de passer, finalement, c'est, si on oublie les voitures, il y a une autre partie très importante à l'écosystème des véhicules électriques, c'est les bornes de recharge. Donc, le réseau au Québec, justement, s'est beaucoup amélioré, de plus en plus de bornes de recharge rapides, soit à différents endroits ou même de plus en plus plusieurs bornes par site. Et si on regarde un petit peu plus grand, justement, que le Québec, en fait, c'est, disons, le timing en fin d'année a été... drôlement, disons, il y a eu 2 réseaux qui ont décidé de faire la transcanadienne au complet
en borne de recharge rapide. Donc maintenant, il y a Petro-Canada qui permet de traverser des maritimes jusqu'à Vancouver, ou maintenant aussi Tesla qui ont leur réseau de supercharger qui traverse le Canada au complet. Et ça, on sait que la confiance d'avoir la capacité de se recharger est un facteur qui influence beaucoup l'adhésion à l'électromobilité. Donc, quand les gens se sentent en confiance et qu'ils vont être capables de se charger, ben ils vont être plus enclins à aller se mettre sur une liste d'attente. Parce que tout dépendant des modèles, c'est important à dire. Et c'est important à dire, oui, mais disons que il y a très peu de modèles qui sont disponibles rapidement actuellement, comparativement à ceux pour lesquels il faut se mettre sur une liste d'attente. Mais effectivement, il y en a quand même. Tesla, Chevrolet, on l'a dit tantôt avec sa Bolt, Nissan même pour les modèles 40 kWh qui ne sont pas trop difficiles à obtenir, mais pour beaucoup d'autres nouveaux modèles, malheureusement, surtout les modèles à batterie un peu plus grosse, les délais d'attente sont parfois un peu décourageants pour le consommateur. J'ajouterai un dernier point au bilan 2019. On passe rapidement, mais je voulais juste faire la mention qu'on a une nouvelle mouture de nos graphiques interactifs. Donc, si les gens ont le goût d'aller creuser là, pour voir qu'est-ce qui s'est passé en 2019, ils peuvent regarder les modèles les plus populaires par ville, par MRC, par région, croiser ça, comparer les villes, les régions entre elles. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Donc, vous pouvez faire ressortir les quantités que vous voulez assez facilement avec les graphiques. Aujourd'hui, on vous a donné un petit aperçu, mais allez vous amuser sur le site de l'AVEC. Là, il y a des données pour tout le monde là-dessus. Oui, et puis j'en profite, moi, pour passer le message aux médias qui souvent nous contactent pour avoir de l'information qui était dans les graphiques, mais qui ont comme... Souvent, les gens n'ont pas réalisé que les graphiques étaient interactifs, donc déplacent pas le curseur, vont pas cocher les petites cases. Donc, juste vous rappeler là, que tout ça est interactif. Puis si jamais vous avez de la difficulté à trouver ce que vous voulez, ben là, contactez-nous, puis ça va nous faire plaisir de vous aider. Super job là-dedans, en passant, les gars, la nouvelle version, là, c'est vraiment intéressant, puis beaucoup plus polyvalent que l'ancienne version. Donc, je sais que c'est vous autres qui faites ça, hein, c'est pas... vous mettez du temps là, à développer tout ça, donc félicitations. Bon, disons que moi, dans mon cas, j'en profite pour apprendre un peu aussi, justement, parce que oui, je suis en informatique, mais la partie web était moins mon expertise, donc j'apprends beaucoup de ce dossier. Écoute, je sais pas si ça rentre dans la loi du 1%, là, mais on va dire qu'on a contribué à ton développement. Maintenant, si on regarde en avant, les boys, parce que le temps file, puis je veux qu'on regarde les perspectives vers le futur. Donc, qu'est-ce que 2020 devrait nous réserver? Donc, en gros, le 2020, on parle du fameux objectif de 100 000 véhicules qu'on parle vraiment depuis plusieurs années. On est en voie de l'atteindre. En revanche, si on regarde 2018 par rapport à 2019, il y a eu un petit ralentissement au niveau du pourcentage de progression. S'il y a encore un ralentissement similaire cette année, on devrait être correct, mais il ne faut pas descendre en bas du 50% de croissance. Parce que si on descend en bas du 50% de croissance, on ne pourra pas y arriver. Okay. Donc, ça regarde bien, mais c'est pas acquis non plus. Non, c'est ça, il faut faire être prudent. Jean-François, ton point de vue là-dessus? Ben, il y a beaucoup d'éléments qui viennent jouer là-dessus, encore une fois. Les rabais provinciaux vont être modifiés un petit peu au 31 mars, à moins que le gouvernement décide de changer la donne, parce qu'on entend des fois parler que la CAQ a des plans d'électrification, mais il n'y a rien qui a percolé jusqu'à maintenant, donc à suivre. Après ça, il y a l'offre. Évidemment, on a parlé plusieurs fois de l'offre limitée des modèles existants, mais là, on a aussi des nouveaux modèles qui sont supposés arriver en 2020. Il y a une panoplie de nouveaux modèles, mais on en a retenu, disons, 5 qui pourraient changer un peu la donne. Il y a Ford qui est supposé avoir une version hybride rechargeable de son Escape, donc des VUS compacts, la catégorie qui est très populaire sur le marché en ce moment, et Toyota avec son RAV4 qui est supposé arriver aussi. Donc, ces modèles-là, je pense, seront très attendus. Il faudra juste voir comment les constructeurs veulent répondre à la demande. En fait, ils risquent d'avoir un peu plus de succès même que prévu vu qu'il n'y a plus de Volt. Parce que certaines personnes qui regardent un hybride rechargeable vont peut-être être portées à aller sur un autre format de véhicule pour avoir un hybride rechargeable intéressant. Ouais. Il y a un autre hybride rechargeable aussi qu'on pourrait mettre dans cette catégorie-là, c'est Subaru avec son Crosstrek. Je pense que Subaru est une compagnie qui est adorée de bien des Québécois, mais ici, on parle peut-être d'une voiture qui est là pour répondre à une loi zéro émission plus qu'autre chose, alors l'offre risque d'être limitée encore une fois. Enfin, il y a 2 autres VUS, tout électriques, dont les dates d'arrivée sont un peu inconnues, mais qui pourraient être très populaires, le Ford Mach-E puis le fameux Tesla Model Y, qui sont supposés arriver cette année aussi. Là. Donc, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait
à ce que la demande soit faible pour tous ces modèles-là. Exact. Évidemment, tout à l'heure, Frédéric, tu nous parlais du déploiement des bornes de recharge qui ont donné un coup de main en 2019. Ce déploiement-là se continue en 2020, même des bornes à plus haute puissance qui ont été annoncées, là, qu'on commence à avoir de l'information sur des bornes à plus haute puissance qui vont être installées. Donc, ça va tout être des facteurs également qui vont continuer à tirer là, la vente des véhicules, toujours en espérant que l'offre va être également au rendez-vous. Frédéric, maintenant, tout n'est pas rose. Il y a des points peut-être un peu moins encourageants pour 2020. Quels seraient-ils? Qu'on ait glissé un mot justement un peu tantôt. Donc justement, l'incitatif provincial va diminuer à un maximum de 60 000 selon les plans actuels en date du 1er avril. Donc tout véhicule électrique qui est au-dessus de 60 000 ne sera plus admissible à aucun rabais. Donc, il y a des véhicules qui le sont au moment où on se parle, qui ne le seront plus, ou des véhicules qui s'en viennent, qui ne l'auront jamais été là, à cause de ça. Là. Oui, meilleur exemple en ce moment, mettons la Tesla Model 3 avec la grosse batterie 4 roues motrices qui était admissible au 8 000, qui était déjà plus admissible, elle a toujours été trop chère, donc elle n'était pas admissible au rabais fédéral. Mais maintenant, s'il n'y a rien qui change, le 1er avril, ça va être un zéro de rabais. Ouais. Moi, juste pour que les gens comprennent bien, actuellement, c'est 75 000 et non pas 60 000. Exactement. Et lorsque le véhicule excède le 75 000, ça ne tombe pas à zéro. Il y a des ça paliers. Tombe à 3 000. Oui, ça descend. Alors que dans la nouvelle version, ça va être à 60 000 maximum. Et, il n'y a plus de 3 000. Et il n'y a plus de 3 000. Donc, ça passe t'es subventionnable jusqu'à 60 000, puis après ça tombe carrément à zéro. Oui. Donc, on resserre, autrement dit, là, les règles, ce qui fait que certains véhicules ne le seront plus. D'autres éléments? Comme on a dit aussi, on a perdu notre championne, la Volt. Mais il est censé avoir certains hybrides rechargeables qui vont, malgré pas dans la berline, mais il va en avoir un peu plus justement dans les multisegments, voire VUS qui vont arriver. Donc, probablement qu'il risque d'avoir un certain déplacement de marché à ce niveau-là. Surtout, si on revenait au RAV4 Prime, il y a quand même une autonomie électrique d'à peu près 60 km. Donc, c'est pas tout à fait le niveau de la Volt, mais c'est quand même un peu plus près, là, disons. Ouais. Puis la Clarity semble suivre la loi zéro émission. Là, on envoie des bonnes ventes durant les 3 premiers trimestres. Au 4e trimestre, une fois qu'on semble avoir atteint le quota, ça arrête. Mais là, les quotas augmentent un peu, donc il va en avoir un petit peu plus de disponibles aussi. Oui, exactement. Et finalement, il y a toujours la disponibilité, mais mais ça reste qu'on ramène souvent ce point-là, mais ça va être pas mal, le chemin critique va probablement être là. On le sait à quelques rares exceptions, comme on a dit tantôt, pour tous les autres marques de véhicules, la demande était plus grande que l'offre. Donc, forcément, avoir plus d'offres va se concrétiser en plus de ventes. Donc, c'est un peu le nerf de la guerre. On a beau amener les gens puis les pousser chez un concessionnaire. Si ces derniers n'ont rien à leur vendre, ou du moins dans un délai raisonnable, on passe à côté. Surtout, il y a certaines personnes qui ont des locations, donc ils ont une date fixe pour avoir leur véhicule. Puis s'ils ne peuvent pas l'avoir, désolé, ils survivent vers un véhicule à essence des fois. Malheureusement. Cela dit, il y a certains marchés comme la Norvège, là où les ventes de voitures électriques, comme tout le monde le sait, sont très élevées. Il y a certaines personnes qui soupçonnent que les gens retardent l'achat de voitures des fois pour attendre des modèles électriques. Donc, ils ne passent pas à un modèle à l'essence parce qu'ils n'ont pas le modèle disponible. Ils font juste dire, je vais garder mon véhicule 1 an, 2 ans, 3 ans de plus que je pensais. Donc, il y a ça qui peut jouer aussi, puis peut-être qu'on verra ça arriver au Québec. Donc, il ne faut pas non plus penser que les ventes de voitures à essence vont reprendre les ventes perdues de voitures électriques. C'est un très bon point. On y va avec un mot de la fin. Frédéric, quelque chose à ajouter avant de clore le débat? Non, je dirais que de mon côté, les points principaux ont été soulignés. Sinon, comme disait Jean-François, d'aller sur le site de l'AVEC, dans la section multimédia statistiques, il y a tout le temps la dernière version de cet article-là, incluant le graphique qui va vous permettre de revirer ça de bord, d'approcher de l'angle que vous voulez, d'aller chercher le chiffre que vous voulez. Et les données pour vos régions ou votre ville. Oui, parce qu'effectivement, avant, seulement, si je me rappelle bien, c'est les 10 plus grosses villes par région étaient incluses, parce que ça me demandait beaucoup de temps à la mitaine à les rentrer. Maintenant, ça a tout été automatisé de mon côté, donc toutes les villes, toutes les MRC sont là. Si votre ville n'est pas là, soit que vous l'écrivez mal ou qu'il n'y a pas de véhicule électrique dedans. C'est bon. Jean-François, toi de ton côté, un mot de la fin?
Ben, mon mot de la fin, je vous lancerai une petite question quiz, les messieurs. 2020, qu'est-ce qui sera notre meilleure performance au Québec? Le Model 3 encore, la Prime, le RAV4, le Model Y? Qu'est-ce que vous voyez dans vos cartons? Hey, c'est une bonne question. Je dirais que la Model 3 elle a l'avantage d'avoir tous les rabais, donc un 13 000, surtout si on évoque la Standard Plus, qui est une très grosse vendeuse en ce moment pour Tesla. Au niveau de ce que le monde voudrait, la Model Y serait très intéressante, mais elle risque de ne plus avoir aucun rabais. Donc, ça, à ce niveau-là, ça va être de voir. En revanche, le Model Y est censé arriver aux États-Unis dès la fin de ce trimestre-ci. Ce Tesla l'a officiellement annoncé. Donc, elle devrait être disponible assez tôt au Canada, alors que si on prend par exemple la Mach-E, elle, va être seulement disponible, je crois, en fin d'année. La Prius Prime, on n'est pas sûr, pas la Prius Prime, désolé, la RAV4 Prime, on n'est pas trop sûr quand. Il y en a plusieurs qu'on n'est pas trop sûr exactement quand est-ce qu'ils vont arriver. Fait que s'ils arrivent en fin d'année, leur chance de faire un arrivée majeure risque d'être plus basse. Là. Tout à fait. Ben, je me dirais la même chose que toi. Moi, je pense que c'est la Model 3 pour plein de raisons. Je pense que la Y a un potentiel d'intéresser des nouveaux plus grands que la 3, mais va être désavantagée par les subventions. Donc, la 3 va garder la panne. Puis en dessous de ça, je pense que la Prius Prime va continuer à augmenter. Il va toujours avec les connaissances qu'on a de la disponibilité aussi. Il y a des véhicules qui feraient super bien. On a parlé tantôt du Niro, du Kona, qui se vendraient énormément plus s'ils étaient disponibles. S'il y avait une augmentation de la disponibilité, ça pourrait avoir un impact. Il y a BMW aussi qui parle d'arriver avec des modèles de véhicules. Là, peut-être, ça n'arrivera peut-être pas dans l'année qui vient, ça va peut-être être plus l'année suivante. Mais s'ils en livrent tels qu'ils disent vouloir en livrer, ça pourrait être un game changer aussi. D'un autre côté, c'est sans vouloir rien enlever à la marque, c'est BMW. Ils n'ont jamais le même niveau de vente que peut l'avoir finalement Ford, Toyota ou ainsi de suite en termes de nombre. Oui, tout à fait. Donc, messieurs, Jean-François Morissette et Frédéric Saint-Laurent, que j'appelle affectueusement nos statisticiens en chef à l'AVEC, un gros merci pour votre présence au podcast aujourd'hui. C'est moi qui te remercie. Merci à tous. Allez vous amuser sur notre site. Là. Il y a plein de belles données pour vous. Et dans la neige. Et dans la neige pendant qu'il en reste. Bye, les gars. Bye-bye. Bye. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Conférence Les véhicules électriques, panacée environnementale ou calamité écologique. C'est le 17 février 2020 à 18h30 à la bibliothèque Lisette-Morin, 111 rue de l'Évêché-Est à Rimouski. Tout cela dans le cadre de la semaine rimousquoise de l'environnement. J'aurai la chance de donner la conférence La voiture électrique, un survol électrisant le 18 février prochain à 19h à la bibliothèque de l'Île des Moulins, 855 place de l'Île des Moulins à Terrebonne. Une autre conférence que j'aurai la chance de donner cette fois-ci à l'hôtel de ville de Repentigny au 435 boulevard Iberville. Donc, c'est la voiture électrique, un survol électrisant. Ensuite, Simon-Pierre Rioux donnera la conférence La voiture électrique, est-ce pour vous? C'est le 25 mars 2020 à 19h à la bibliothèque de Brossard-Georgette-Lepage au 7855 avenue San Francisco. Et finalement,
Je donnerai la conférence La voiture électrique, un survol électrisant le 2 avril prochain à 18h30 à la bibliothèque Bruno Sigmen. C'est au 1550 118e rue à Shawinigan Sud. Ceci conclut la présente balado-diffusion. Silence on roule remercie tous ses collaborateurs, particulièrement aujourd'hui Mélanie Réaume, Jean-François Morissette et Frédéric Saint-Laurent. Nous remercions également le garage Arleco, commanditaire principal, et l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de Silence on roule. La reproduction ou la diffusion d'émissions est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Pour toute question concernant l'émission, vous pouvez écrire à martin@silenceonroule.com. Pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEQ, veuillez plutôt visiter le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur le site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens mentionnés, directement à archives.silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault. D'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz, vous aussi, silence, on roule.